oui, certains proposent que ce soit peut-être le dernier chaman, le premier philosophe. Il a un petit côté effectivement inspiré. Ensuite, il n'y a pas la fonction quand même, la fonction sociale. Le chaman, c'est pas juste quelqu'un qui a une inspiration, un certain rapport à l'invisible. Il le fait pour les autres. Donc, il a une fonction thérapeutique qui est tout à fait importante. Donc, effectivement, pour situer pour d'autres personnes qui n'auraient pas lu Jean-Claude, Jean-Claude, historien éminent français, a proposé avec David Lewis William, un autre spécialiste de l'art pariétal d'Afrique du Sud, une hypothèse selon laquelle l'art des grottes en France, en Espagne, pourrait être interprété comme lié à des cérémonies chamaniques. Alors, l'idée, c'est que le chamanisme serait une pratique universelle liée au fonctionnement même de l'esprit humain sous certains psychotropes, donc lié à la transe. Donc là, on se situe tout à fait dans la lignée de Mircea Eliade, qui met au centre de l'interprétation chamanique la transe et les états modifiés de conscience. Donc, sous l'effet de certaines substances, les humains voient des figures et qui sont universelles, et ça expliquerait les signes antoptiques. Dans les grottes, vous savez qu'il y a des représentations naturalistes des animaux, mais également des représentations géométriques qu'il est difficile d'interpréter. Donc, ça serait en fait l'effet mécanique de vision en transe. Alors, les ethnologues ont beaucoup critiqué cette approche parce que elle présume que le chamanisme est presque quelque chose de naturel et d'universel chez l'humain, alors que pour nous, ethnologues, ce qui est intéressant, c'est la diversité des cultures humaines, la variabilité extraordinaire des pratiques des chamans au sein d'une même culture, d'un chaman à l'autre, c'est extrêmement variable, et on récuse une explication mécaniste de ce type-là, puisque, comme je vous le soulignais, la transe, ça peut exister, mais ce n'est pas l'essentiel de la pratique chamanique. Pour les chamans eux-mêmes, ce qui compte, c'est le chant. C'est effectivement ça qui est universel quasiment à travers les différents continents. La transmission de chants qui sont en rapport avec des expériences mentales de voyage. Ça, c'est une chose importante. Ça nous dit qu'on n'est pas dans le délire. Le chant, c'est des chants difficiles qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut bien réciter, qui sont extrêmement riches. Il y a il y a des parties stéréotypées, il y a des parties improvisées. Donc, essayez d'improviser un chant alexandrin, alors qu'il faut une bonne maîtrise. Donc, une maîtrise importante et du chant qui nous décrit un itinéraire. Donc, on a cet aspect, vous voyez, de succession de lieux qui sont visités, qui semble important dans les différentes traditions chamaniques. Et ça, je crois, plus que l'idée de représentation de mécanique des visions, je crois que l'idée d'itinéraire, elle peut être une forme d'inspiration pour interpréter l'art des grottes. Puisque les grottes elles-mêmes, eh bien, elles sont composées en utilisant l'espace de façon extrêmement organisée, ordonnée, comme l'a montré le roi Gourand, avec certains lieux où on va avoir plutôt certaines figures de chevaux, de bovinets, d'autres lieux avec des bouquetins, et que ces différentes images sont découvertes au cours d'un itinéraire, elles se succèdent. Elles font s'alterner des images et de l'obscurité. On voit très clairement ici qu'on peut utiliser les grottes comme un dispositif qui fait surgir des images visibles dans de l'invisible, qui fait surgir un jeu entre lumière et obscurité, qui peut faire penser à ce qui se joue entre la tente claire et la tente sombre. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que d'abord, il n'y a aucune tradition chamanique qui ressemble immédiatement à ce qu'ont pu être les traditions
graphique des hommes de la préhistoire du Paléolithique supérieur en Europe de l'Ouest. Un premier point qu'il faut rappeler, on n'a jamais nulle part un tel usage des grottes en profondeur avec des représentations extrêmement maîtrisées, naturalistes des animaux. Les arts chamaniques, ils sont en Sibérie, ils n'ont pas de vocation à la pérennité. Ce sont des iconographies éphémères, destinées à pourrir, à être détruites sur des supports de faible durée et qui sont supprimées à la mort du chaman, systématiquement. Donc là, on a une opposition évidente et complète avec les traditions chamaniques sibériennes qu'on connaît actuellement. Ça, c'est rarement pris en compte, il faut dire. Parce qu'au contraire, on voit que dans les grottes, là, il y a une volonté de pérennisation. C'est un premier point. Et puis, des comparaisons peuvent être faites malgré tout, mais qui devraient s'inspirer plutôt la question des rapports entre le visible et l'invisible et la question de l'itinéraire comme modélisation d'une succession d'images.